Une arène, des vachettes en furie, des adjoints au maire en slip fluo qui finissent la tête dans la mousse en évitant les coups de corne. Interville, c'était ça. Mais c'était aussi beaucoup plus. Un jeu devenu culte qui va faire son grand retour, mais sans ses stars à cornes. Et là, on peut se demander, est-ce qu'on peut vraiment ressusciter un mythe sans le trahir? Il faut dire que cette émission culte a fait hurler la France entière ces 60 dernières années. Je ne vous entends pas. Les plus grandes stars de la télévision se sont succédées devant les caméras, de Guy Lux à Jean-Pierre Foucault ou Fabrice, en passant par Nathalie Simon, Léon Zitrone et évidemment Olivier Chabodeau. Mais derrière ces images iconiques se cache une autre histoire, beaucoup moins drôle. Accusations de tricherie, rivalité explosive, polémique autour de la maltraitance animale. Et pourtant, ce qu'on considère comme l'un des jeux les plus populaires de l'histoire est sur le point de renaître. Interville revient cet été. Mais vous l'avez compris, ce ne sera plus vraiment pareil. Les vachettes, stars absolues du programme, ne seront plus là. Alors, pourquoi ce retour? Et pourquoi sans elles? Est-ce une décision écologique, éthique, politique? Et pourquoi cette émission est-elle devenue aussi mythique? Et enfin, quelles autres polémiques l'émission a-t-elle connues? Tout ça, je vais enfin vous le dire dans cette vidéo qui vous est présentée par Obigenki. La boutique de vente par correspondance la plus cool du Japon continue de nous soutenir et de vous offrir 500 yens sur votre prochaine commande avec le code Arkeo 2025. Obigenki, c'est l'assurance de trouver vos figurines collector au meilleur prix avec des précommandes à des tarifs qui feraient tomber un cerisier. Votre portefeuille Crifamine ce mois-ci? Pas de problème, grâce à l'option Pay Later, vous ne serez débité qu'à l'envoi de votre colis. Sans parler des Weekend Deals, avec des promotions qui vont jusqu'à moins 70%. Obigenki, c'est aussi une chaîne YouTube, avec des annonces, des reviews et des figurines à gogo. Et si vous avez peur de commander à l'autre bout du monde, pas d'inquiétude, car le SAV est intégralement dans la langue de Bernard Minet. Alors n'hésitez plus et allez jeter un coup d'œil chez Obigenki. Mais trêve de réclame, revenons à nos vachettes. Dans cette vidéo, vous allez découvrir toute l'histoire secrète d'Interville, les anecdotes délirantes, les secrets des animateurs stars, les coulisses d'un jeu qui cachait bien plus que de simples glissades et des costumes ridicules. Et oui, on va parler de l'affaire qui a mêlé notre actuel ministre de l'Intérieur. Alors installez-vous confortablement, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien rater de nos histoires incroyables, et préparez-vous, voici Interville comme vous ne l'avez jamais vu. Top à la vachette! Si ma génération a découvert le jeu au milieu des années 90, il faut bien avouer que l'émission est née bien plus tôt. C'est un vrai dinosaure, un monstre en termes de production et d'organisation, un mythe fondateur qui nous renvoie au début de la télévision française. D'ailleurs, son créateur est même l'une des premières grandes stars du petit écran. Guy Lux, journaliste, animateur, producteur, créateur de jeux radio puis télé, certains lui ont reproché sa raideur presque militaire et son caractère un peu dictatorial. Il faut dire qu'il a mené tous ses projets comme des combats. Enrôlé pendant la Seconde Guerre mondiale, il sera pris dans la débâcle, envoyé dans un camp de prisonniers, avant de s'évader et d'entrer dans la résistance. Devenu quincaillier une fois la paix revenue, il finit par se lancer dans une carrière d'animateur au début des années 50. Sa spécialité, les jeux radiophoniques, un format très populaire, diffusé chaque semaine en direct d'une ville différente. Il travaille alors pour Télé Luxembourg, l'ancêtre de RTL. Une chaîne que l'on peut capter bien au-delà des frontières du Grand-Duché. Mais sa première émission télévisée pour l'ORTF s'intitule Contact, même si elle sera renommée La Roue Tourne. Un jeu sur l'histoire de France, et un véritable marathon. Si on en croit sa première autobiographie, en 6 ans, il aura visité 99 départements et parcouru 900 000 km, soit un peu plus qu'un aller-retour Terre-Lune. Et si Guy Lux s'esmêle dans les villes et les villages, il se fait peu à peu connaître du grand public. Mais son émission n'est pas encore reconnue à sa juste valeur par les têtes pensantes. C'est que, dans l'Hexagone, la télé est un monopole d'État, celui de l'ORTF. Un petit écran dirigé en sous-main par le pouvoir politique. Et c'est un scandale publicitaire qui va lui permettre de s'installer avec un nouveau rendez-vous. En 1962, pour la première fois depuis sa création, l'ORTF se retrouve dans l'incapacité de retransmettre le Tour de France. C'est que dorénavant, les coureurs ont l'autorisation de porter les logos de leurs sponsors. Et à l'époque, la loi interdit toute propagande commerciale à la télévision. Impossible donc de suivre les forçats de la route.
On devra se passer des premiers exploits de Raymond Poulidor. Face à ce trou béant dans la grille estivale, Guy Lux saisit l'opportunité pour proposer un grand jeu populaire. Lors d'un séjour en Italie, il a découvert un programme étonnant nommé Campanile Sera, où deux villages rivaux s'affrontent à travers des jeux loufoques et des défis physiques burlesques. Guy Lux décide alors d'importer ce concept inédit en France et il le baptise Interville. À ses côtés, on trouvera Léon Zitrone, grand journaliste de formation, habitué aux commentaires du Tour de France ou aux retransmissions du couronnement de la reine d'Angleterre. Zitrone n'était pas, à première vue, le choix le plus évident pour une émission aussi farfelue. Et pourtant, c'est justement ce contraste qui va faire mouche. Avec sa voix grave, son sérieux olympien et son vocabulaire impeccable, Léon Zitrone commente les épreuves d'Interville comme s'il s'agissait d'une finale de Roland-Garros. Voulez-vous vous poser? Mais non, monsieur, on ne joue pas encore. Il parle de saut de tonneau ou de glissade dans la mousse, comme d'un match de boxe à enjeu diplomatique. Ce décalage entre son ton solennel et l'absurdité des situations crée un effet comique irrésistible. Vous estimez que vous êtes battu vraiment, normalement, sincèrement, ou bien à votre avis vous êtes lésé? Qui contribue à donner à l'émission son style unique. Léon Zitrone devient vite une figure incontournable du programme, aussi respecté que moqué, et probablement l'un des rares hommes de télévision capables de commenter à la fois un concours de dérapage incontrôlé et l'enterrement d'un président. Alors le 19 juillet 1962, la première émission est diffusée en direct et en duplex depuis Bayonne, opposée à sa rivale historique, Dax. Aux commandes, Guy Lux mène la danse depuis Bayonne, accompagné de Simone Garnier, chargée de compter les points dans la confusion générale. Et de l'autre côté, à Dax, Léon Zitrone commente avec son enthousiasme habituel les épreuves souvent chaotiques. C'est un peu Guy Lux et Cortex. Et cette soirée va virer immédiatement à l'événement télévisuel majeur. Le public découvre une émission totalement inédite. Des citoyens ordinaires, leurs voisins, leurs commerçants, pris au piège d'épreuves ridicules, souvent couverts de boue et d'eau, le tout en direct à la télévision. Guy Lux improvise constamment, lançant des répliques qui deviendront légendaires, comme « À vous Simone », qui marquera la culture populaire. Le succès est instantané. Au lieu de décourager le public, ce bazar renforce l'attractivité du programme. Interville devient immédiatement un phénomène national, et même, on peut le dire, une institution. C'est que, dès les premières émissions, Guy Lux a introduit un ingrédient supplémentaire à la version italienne. Un élément qui va marquer profondément l'identité d'Interville. Les vachettes landaises. Issues de la course landaise, une tradition tauromachique du sud-ouest, ces petites vaches agiles et nerveuses sont élevées spécifiquement pour leur qualité de rapidité et d'esquive. Et contrairement aux corridas espagnoles, ici pas de mise à mort, les vachettes sont censées être respectées, choyées, et parfois certaines deviendront même plus célèbres que les candidats eux-mêmes. Rosa ou Paloma avaient même leurs fans. Libérées sur le plateau sans aucun contrôle, elles deviennent instantanément les véritables stars de l'émission, provoquant rires, hurlements et parfois des situations réellement dangereuses. Mais on va y revenir. Parce que, rapidement, la renommée du jeu dépasse toutes les attentes. Une anecdote célèbre raconte que le général de Gaulle lui-même aurait interrompu une réunion officielle pour regarder Interville. Il aurait dit à ses conseillers « Messieurs, faisons vite, il y a Interville ce soir ». Une preuve du poids incroyable que ce jeu télévisé a pris en seulement quelques semaines. Et en septembre 1962, la première finale nationale oppose Dax à Saint-Amand-les-Eaux, dans un direct tellement mouvementé qu'il va largement dépasser le créneau initial d'1h30. Cependant, derrière les rires, les chutes et les vachettes, personne ne voit encore que l'émission cache une facette beaucoup plus sombre. Mais pour l'heure, l'insouciance règne. Interville est une fête absolue, un succès immense, une révolution télévisuelle. Alors, tout naturellement, l'émission est renouvelée pour l'été suivant. Et cette fois-ci, Dax, la ville gagnante de 1962, va s'incliner face à Tarbes. Les vachettes sont envoyées aux quatre coins de la France en camionnette, des voyages qui durent parfois plus de 15 heures. Le public est en transe à chaque fois qu'elles entrent sur scène. On hurle de joie ou d'effroi lorsque l'équipe locale échoue à éviter les coups de corne. Le spectacle attire les curieux par milliers. Mais certains prennent cela parfois un peu trop à cœur, et de véritables rivalités se forment sur la piste, tellement que la troisième saison, celle de 1964, connaît quelques problèmes de violence. Des bourgades commencent à se haïr pour un mauvais geste ou une bonne réponse au pire moment. On va alors accuser Guy Lux d'exacerber le chauvinisme municipal et de pousser à la haine. Alors Interville est arrêté une première fois pour être remplacé par une variante internationaliste. Jeux en frontières. Et la légende raconte que c'est le général de Gaulle lui-même qui aurait eu l'idée d'un grand jeu de dimension européenne, capable de réconcilier les Français et les Allemands. Bon, nos voisins remporteront la partie à 9 prises, et l'Hexagone devra se contenter de 3 victoires.
Mais ici, pas de vachette. Il faudra attendre 1970 pour revoir notre guerre des clochers préférée à la télévision. Et la ferveur est toujours là. La formule a évolué, il y aura moins de questions de culture générale et plus d'épreuves de force. Le public se masse sur les gradins montés sur les grandes places. Plus de 1300 personnes à Saint-Omer et le triple à Bayonne. Mais encore une fois, les bagarres entre supporters éclatent parfois en plein direct. En 1971, Léon Zitrone est pris dans un échauffouré et reçoit un projectile. Il se fait casser ses lunettes, ce qui donnera une séquence devenue culte. Oui, je n'y vois plus rien, je n'ai rien à l'œil, mais l'on m'a cassé mes lunettes. L'arrivée de la couleur offre une touche supplémentaire à l'ensemble. Mais en 1972, c'est la douche froide. L'émission est prise dans la tourmente d'un scandale politico-médiatique, celui des publicités clandestines. On l'a totalement oublié, mais l'un des responsables de l'ORTF était accusé d'avoir vendu un fichier de téléspectateurs à une agence de publicité, Havas, le tout pour 60 millions de francs. On parle aussi de placement de produits illégaux, notamment dans l'émission Au théâtre ce soir. La justice s'en mêle, une commission sénatoriale entend de nombreuses parties de l'affaire, et la rumeur est tenace. L'ORTF est donc obligé de faire des sacrifices parmi les émissions épinglées. Télé Dimanche, Aujourd'hui Madame et surtout Interville sont tout bonnement supprimés. Et cette fois-ci, l'attente va durer 12 ans, 12 longues années qui vont voir la France et sa télévision durablement changer. Le général n'est plus là et à Paris, on se méfie un peu de ce programme folklorique où s'opposent des cutéreux. Pourtant, c'est sur France 3 que les affaires vont reprendre. Pour l'occasion, Interville change de générique et se choisit le célèbre Cha-na-na-na-na qu'il va garder pendant de très nombreuses années. Le public retrouve Guy Lux, Simone, Léon Zitrone qui accusent de plus en plus leur âge. Mais c'est avec plaisir qu'on revoit leur chamaillerie. Et le public est là, les audiences sont même démentes. Certaines émissions dépassent les 14 millions de téléspectateurs. Pour vous donner une comparaison, aujourd'hui, une émission qui réunit 5 millions de personnes, c'est considéré comme un beau succès. Alors évidemment, les municipalités voient en Interville un parfait moyen de faire connaître leur bourgade. Il n'est pas rare que Monsieur le maire fasse office de capitaine devant la France entière. Quoi de mieux pour se faire respecter des électeurs? Mais ce n'est pas gratuit. Les villes participantes doivent fournir non seulement des bénévoles, mais aussi prendre à leur charge une partie des frais de chaque émission, entre 100 000 et 300 000 francs. Un vrai budget pour les petites communes. L'émission passe dès l'année suivante sur TF1. Le fleuron du service public qui va être privatisé en 87. Interville se dérive aussi en version hivernale avec Interglace qui voit s'affronter des stations de ski. Une formule qui existait déjà dans les années 70 avec Interneige. Mais quoi de mieux pour séduire les touristes? Problème, en quittant le service public, Guy Lux a laissé derrière lui Jeux sans frontières sur Antenne 2. Fabrice et Marie-Ange Nardi en profiteront pour relancer cette grande messe de leur côté. Guy Lux tentera bien un format dérivé concurrent avec Intercontinent, mais la justice lui refusera de reconnaître son statut d'auteur du jeu. Mais le public est toujours au rendez-vous, la machine est huilée, peut-être même un peu trop, puisqu'elle va glisser une nouvelle fois en 91, encore et toujours à cause de la publicité déguisée. Cette fois-ci, ce sont les marques Vache qui rit, Tiercé Magazine et Champion qui ont été cités à l'antenne, leur logo décore les arènes. Un sponsoring illégal. Eh oui, le Tiercé, c'est mon dada. Et cela va coûter très cher à TF1. Guy Lux est remercié, Zitrone est déjà en retraite, et la chaîne est condamnée à payer presque 4 millions de francs d'amende par le CSA. C'en est donc fini de l'équipe originelle. Une page se tourne. Interville va de nouveau connaître une coupure, de 4 ans cette fois-ci, avant de revenir dans une version rajeunie. Ce sera dorénavant le producteur Gérard Louvain qui va prendre les commandes. Et le trio sera constitué de Jean-Pierre Foucault, Fabrice et Nathalie Simon. Le médecin Olivier Chabaudot servira d'arbitre. Terminés les duplex en direct, les deux équipes jouent maintenant dans la même ville, face à face. Mais chacune des cités participantes a le droit à un vrai spot à sa gloire devant 9 millions de téléspectateurs. De quoi se refaire une virginité. Et ça, certains l'ont parfaitement compris. Notamment le parc du Puy du Fou. Son fondateur, l'inénarrable Philippe de Villiers, est moqué de toutes parts après l'échec de son parti ultra-conservateur, le Mouvement pour la France. Oui, cours, pauvre sodomite, tu seras plus vite dans ta backroom. Et les Puy-Follets sont prêts à tout pour remporter la victoire, y compris tricher. En 1996, lors de la confrontation entre le Puy du Fou et la ville de Cholet, une rumeur circule. Olivier Chabaudot,
L'arbitre de l'émission aurait délibérément soufflé les réponses du quiz final à l'équipe vendéenne. Selon ses propres déclarations faites bien plus tard, cette consigne lui aurait été donnée directement par le producteur, Gérard Louvain. Et à l'époque, cette affaire passe totalement sous les radars. Mais l'année suivante, en 97, un deuxième incident vient tout faire basculer. Lors d'un nouvel affrontement du Puy du Fou, cette fois-ci contre la ville d'Ancenis, une caméra en plan large va capter Olivier Chabodeau en train de mimer ostensiblement la bonne réponse au candidat. Il montre 3 doigts, indiquant ainsi la 3e option du quiz. Or, sur le banc du Puy du Fou, parmi le groupe des intellectuels, on aperçoit un certain Bruno Retailleau, alors metteur en scène du parc et devenu depuis 2024 notre ministre de l'Intérieur. Une coïncidence troublante qu'il refuse toujours d'évoquer en interview. Mais cette fois, la supercherie est trop visible. Plusieurs téléspectateurs alertent la presse. Le Canard enchaîné s'empare de l'affaire. Preuve à l'appui. Le scoop est ravageur. Le Puy du Fou a triché en direct dans l'une des émissions les plus populaires du pays. Et pas une tricherie anodine. Le scandale est immense. Le Puy du Fou attaque le Canard en justice pour diffamation, mais l'affaire est désormais publique. La production nie, puis finit par se rétracter, et Olivier Chabodeau est évincé dès la saison suivante. La réputation de l'émission est durement écornée. Pourtant, si Interville va poursuivre son chemin encore quelques années, quelque chose est cassé. Les audiences s'effritent, la formule s'essouffle, et malgré plusieurs tentatives de renouvellement, l'émission n'a plus le même éclat. Les présentateurs changent, les décors évoluent, mais une seule chose reste immuable. Jean-Pierre Foucault continue, stoïque, à tenir les vachettes. N'allez pas me sortir l'article 28 que vous êtes en train d'inventer et que Guy Lux vous souffle dans l'oreillette, parce que je le prendrai très mal. Mais quelques voix s'élèvent pour dénoncer leurs conditions, notamment Brigitte Bardot. Alors, à l'aube du nouveau millénaire, la chaîne tente un gros coup. Un Interville franco-chinois en direct, diffusé en même temps dans les deux pays. Une bonne façon de lancer le format dans l'Empire du Milieu et son milliard de téléspectateurs. Mais le public ne goûte pas vraiment cette variante. Alors en 2004, retour sur le service public avec Nagui, puis c'est un transfert sur France 3 avec Tex, Nelson Montfort et Philippe Candeloro. Je sais pas vous, mais j'ai eu un frisson rien qu'en le disant. L'émission sera même portée en jeu vidéo en 2007. C'est qu'Interville n'est pas seulement un concours où des participants en costume sont poursuivis par une vachette, c'est le miroir déformé d'une France qui cherche à croire qu'elle est toujours la même que dans les années 60. Une France où tout le monde peut gagner, même en tombant dans la boue. C'est une émission où les notables se déguisent en super-héros ringards, où les villages deviennent des royaumes le temps d'une soirée, et où l'échec devient un spectacle fédérateur. Interville, c'est la France des kermesses, des fanfares, des rivalités de clochers sublimées en prime time. Une France qui aime se moquer d'elle-même, avec une belle touche de beaufry. Ce que le public attend, c'est le dérapage, que ce soit à cause d'un ruminant ou de la bouche d'un présentateur. Une sorte de Fort Boyard géant, mais sans les tigres et avec des secrétaires de mairie donc. Le succès des multiples rediffusions de l'émission Takeshi's Castle, à la fin des années 2000, va voir émerger l'idée d'un Interville plus trash. Mais cela n'ira pas jusqu'au bout. Est-ce un hasard si Olivier Mine avait attrapé la bête en vol en 2013 pour le 50e anniversaire? C'est sur Gulli qu'était diffusée une version internationale pour enfants. Là encore, il y aura quelques frictions. Un candidat chinois sera accusé d'avoir plus de 18 ans. Pas très fair-play. Parce que Interville a fait des petits. On a tenté de l'implanter dans une dizaine de pays, que ce soit l'Allemagne, l'Espagne, la Russie ou l'Azerbaïdjan. Parce que, après tout, la rivalité entre les villages, ça existe partout. Une nouvelle version a été annoncée pour 2020, mais elle sera annulée pour cause de Covid. Et c'est finalement cette année, en 2025, qu'Interville reprend sa tournée, dans une version remaniée qui a fait couler beaucoup d'encre. Car le grand changement, c'est l'absence des vachettes. C'est que depuis quelques années, des associations et des vétérinaires tiraient la sonnette d'alarme. Déplacer des animaux sur des milliers de kilomètres pour leur faire vivre des épreuves peut être considéré comme de la maltraitance. Et avouons-le, les incidents étaient récurrents et la production a frôlé le drame à de nombreuses reprises. Il est arrivé que certaines de ces vachettes se blessent, sans parler des participants. Les animaux provenaient depuis l'origine de la ferme de Bugloz dans les Landes. Et la vachette d'Interville, c'était leur star. D'ailleurs, ils organisent régulièrement des tournées de spectacles estivaux à la gloire de leurs ruminants. Mais sous l'impulsion de Nagui, la chaîne a donc décidé de les laisser au pré. Cette fois-ci, les vachettes seront intégrées sous forme de mascottes portées par des humains. L'annonce a déclenché des réactions enflammées. Des villes historiques du Sud-Ouest, comme Dax et Bayonne, ont annoncé qu'elles refusaient de participer à cette nouvelle mouture. Les polémistes se questionnent. La France est-elle perdue sans Interville et ses vachettes? Mais au final, que reste-t-il de ces centaines d'exploits inutiles en costumes ridicules? De toute cette ferveur populaire?
Bah, presque rien, sauf des souvenirs gravés dans la mémoire collective. Des cris de victoire sur fond de fanfare, des chutes spectaculaires devenues virales avant l'heure, des villes entières rassemblées devant leur télé pour encourager leur équipe. Et puis les magouilles de Bruno Retailleau. Ce qu'il reste, c'est une émotion brute, celle d'une époque où la télévision unissait les générations. Et c'est peut-être pour ça qu'Interville revient aujourd'hui. Pas pour battre des records, mais pour raviver une flamme, une nostalgie colorée, absurde, un peu honteuse, mais terriblement française. Alors voilà, Interville, c'était plus qu'un jeu. C'était une gigantesque pièce de théâtre populaire, jouée chaque été par des boulangers, des coiffeuses, des élus en maillot de bain, le tout devant des millions de téléspectateurs. Une émission capable de transformer un concours de glissade sur savon noir en événement national. Une anomalie télévisuelle. Un ovni qui, contre toute attente, a traversé les décennies. Et si les vachettes ne sont plus là, si elles sont devenues des mascottes en mousse, si plus personne ne crie « À vous Simone », le cœur d'Interville continue pourtant de battre encore quelque part. Dans le rire des enfants, dans les souvenirs des grands, dans cette envie bizarre de voir un candidat innocent se faire catapulter dans une piscine remplie de vachettes. Alors oui, Interville revient, mais peut-être que ce n'est pas la même émission, et peut-être que c'est ça le vrai sujet. Est-ce que nous sommes les mêmes ? Parce qu'une chose est sûre, si vous avez grandi avec les cris, la boue, les vachettes et les questions insolubles, cette émission fait partie de vous. Et maintenant que vous connaissez son histoire secrète, une question reste en suspens. Quel autre programme culte de notre enfance cache lui aussi une face obscure, oubliée ou interdite? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Voilà, restez connectés, abonnez-vous, n'hésitez pas à cliquer ici pour cette superbe vidéo sur les émissions télé de Disney avec Jean-Pierre Foucault. Elles ont marqué toute une génération, mais pas forcément pour de bonnes raisons. Quant à nous, on se retrouve très vite, et en attendant, n'oubliez pas que vous avez été des enfants.